Merci vraiment du fond du cœur, hommage de nous accueillir ce soir. Vous avez rappelé toutes les bonnes raisons profondément symboliques pour lesquelles il est formidable une soirée en hommage à Cécile ait lieu ici même. Cécile, comme vous le savez, nous a quittés en juillet, il y a maintenant un peu plus d'un an presque et demi, et on s'était promis, même si ça avait pu être fait avec un certain nombre d'entre vous, au cimetière de la Châtre, à côté de Fred, déjà de prononcer des premiers mots. On s'était promis d'en parler une nouvelle fois dans un autre cadre et en élargissant au-delà de notre émotion qui est toujours présente aujourd'hui, en parlant de Cécile autrement. Alors on a un programme qui est assez riche, pour lequel je remercie beaucoup mes amis qui sont assis à la fois dans la salle et autour de moi. Je vous donne un petit peu le programme. D'abord, il y aura des interventions de tous les gens qui sont assis à cette table, dont moi-même, pour nous parler de 3 facettes de Cécile. La première facette, comme nous sommes hommage, on a fait quelque chose façon Cécile, c'est-à-dire en affrontant frontalement la question et tout en se réjouissant pour une fois dans ma vie que Cécile ne soit pas là, puisque nous allons poser la question du rapport de Cécile au judaïsme. Je l'entends déjà être absolument consterné qu'on ose, mais je pense que c'est une question fondamentale. Donc Cécile et la question du judaïsme, c'est Joël Ozella Kaufmann et moi-même qui interviendrons. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Ensuite, Lorraine Laz, et que je présenterai tout le monde tout à l'heure, et Rainer Michael Messen interviendront pour parler de la gravure de Cécile Graveur. C'est un très grand graveur. Si on sait une chose sur elle, c'est cette chose-là. Et puis, nous terminerons ces présentations avec la présence de l'éditeur de Cécile. Vous avez peut-être vu à l'accueil autour de la caisse une très belle présentation de nombreux livres publiés de Cécile, publiés par Georges Monti, de Cécile Reims comme écrivain, puisque Cécile a toujours été les deux, mais que cette voix-là s'est fait de plus en plus entendre avec le temps. Et que, avant de mourir, dans les dernières forces qu'elle avait encore, Cécile était l'écrite. Alors qu'elle avait arrêté de graver, Cécile continuait à écrire. Et ensuite, dans un deuxième et dernier temps, nous aurons la chance, j'inviterai Mathieu à en dire 2 mots tout à l'heure, de voir un film magnifique de Mathieu Châtelier qui s'appelle Ombre portante. Vous connaissez peut-être déjà ce film, mais pour l'avoir revu, c'est un grand bonheur. Mathieu est l'auteur de 2 films, un film sur Fred et Cécile, Voir ce que devient l'ombre, et un film qui est vraiment sur Cécile, il expliquera pourquoi. Ombre portante que nous verrons dans la deuxième partie de la soirée. Voilà le programme. Et nous allons donc commencer tout de suite avec Joël, qui est une amie de très longue date, elle expliquera comment, de Cécile, ce qui suffirait à justifier sa présence ici, et ce qui vous l'expliquera véritablement, c'est la manière, ça sera l'intervention de Joël tout à l'heure, son témoignage sur sa relation avec Cécile, qui nous plongera au cœur de la question du rapport de Cécile au judaïsme. Alors, je voudrais commencer en vous donnant un certain nombre d'éléments pour vous situer un petit peu les choses, un certain nombre d'éléments biographiques qu'on accompagnera de 2 ou 3 petites lectures, puisque l'idée c'est de faire entendre la voix de Cécile. Je vous rappelle que Cécile est née le 19 octobre 1927, qu'elle est née à Paris, de 2 parents juifs lituaniens qui étaient venus en 24 en France. Elle naît à Paris, mais en fait elle va partir plutôt en Lituanie quelques semaines après, puisque sa mère va mourir quelques semaines après sa naissance d'une septicémie, et sa tante, la sœur de sa mère, Asie, va convaincre son père, Jules, de lui confier l'enfant et de l'emmener à Kybarti, là où est sa famille, en Lituanie. Donc la petite enfance de Cécile jusqu'en 1933, c'est la Lituanie, c'est Kybarti, c'est un shtetl en l'occurrence, qui va très profondément marquer la vie de Cécile, et shtetl dans lequel elle va vivre jusqu'en 1933. 1933, date à laquelle son père, à la fois sur la question de la montée des périls, 1933, mais peut-être aussi pour d'autres raisons plus personnelles, décide, contre l'avis de sa tante, de faire revenir Cécile en France. Mais avant d'évoquer ce moment-là, je cède la parole à Joël pour une première lecture. Les extraits que je vais lire sont tirés du livre écrit par Cécile en 1963 qui s'appelle « Les Purs », où elle raconte vraiment sa petite enfance.
Donc, toutes les fêtes sont fêtées dans sa famille maternelle. Ils sont vraiment, ils respectent la religion juive et aucune fête n'échappe. Et voilà ce que Cécile écrit. Lorsque je pris conscience du temps, ce fut tout d'abord sous la forme d'un retour constant d'éléments qui constituaient la trame régulière de mon existence. Avant tout, il y avait le Shabbat, qui revenait plus souvent que toute autre fête. Ce jour-là, j'accompagnais mon grand-père à la synagogue. Nous marchions un long moment, grand-père me tenant par la main, avant d'arriver à cette petite choule où ne priaient que peu de fidèles. Donc, première lecture. Dans tous les écrits de Cécile, tu vas lire un deuxième extrait dans un instant sur le soir du Seder. On voit que, puisque ce sont des textes évidemment qu'elle a écrits beaucoup plus tard, ce qui lui reste de cette enfance dans un shtetl, ce qui lui en reste fondamentalement, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler quelque chose de chronobiologique. C'est-à-dire une imprégnation dans le rapport à la chose la plus importante du monde, c'est-à-dire dans le rapport au temps et à une forme de ritualisation du temps. Donc c'est Pessah, Pâques. Le soir du Seder était le seul jour de l'année où j'étais autorisée à veiller très tard. On m'avait appris à réciter par cœur la première des questions. La phrase « Pourquoi cette nuit diffère-t-elle de toutes les autres nuits ?» et la réponse de mon grand-père « Parce que nous avons été esclaves en Égypte et que l'Éternel notre Dieu nous en a tirés de son bras puissant et de sa main élevée » ne représentaient que des mots que j'assimilais à ces formules magiques prononcées par les héros des contes pour faire aboutir leurs souhaits. Les contes ce soir-là cessaient d'être seulement racontés pour se concrétiser par un rituel. Cette nuit était vraiment celle de l'ordre dont elle portait le nom, geste répété par toute l'assistance, geste étrange et merveilleux qui comblait le fossé entre l'univers imaginaire de l'enfant que j'étais et celui de la réalité quotidienne. Le retour en France en 1933 est vraiment vécu par Cécile comme un arrachement, comme un exil fondamentalement. Elle arrive en France, elle ne parle pas français, elle est dans une langue étrangère, elle va se retrouver à faire ses études en France au lycée Victor Duruy, et puis le temps passant, on se retrouve au début de la guerre. On se retrouve au début de la guerre où il faut commencer à être abrité par une famille. Et puis on est en juillet 1942, la rafle du Veldiv, conscience, ils échappent à la rafle, conscience du fait qu'on ne peut pas rester à Paris, il faut quitter Paris. Les circonstances obligent Cécile et sa tante Asie et son père à se séparer. Cécile va se retrouver dans les Pyrénées, chez des amis de sa tante, grâce à un convoi de la Croix-Rouge. Elle se retrouve à Cauterets, dans les Pyrénées, dans une famille juive allemande d'ailleurs, famille juive allemande qui finira déportée et ne reviendra pas. Son père, pendant ce temps-là, est en Corrèze et sa tante est à la Cône, encore dans un autre endroit. De Cauterets, Cécile va se retrouver à Castres, pensionnaire au lycée de Castres. Et c'est comme pensionnaire au lycée de Castres par une amie qu'elle entend parler d'un endroit qui s'appelle Lautrec. Où il y a un chantier rural qui a été créé par un homme qui s'appelle Robert Gamson, probablement Gamson, je ne sais pas comment on prononce, qui, sous le couvert du retour à la terre, comme on disait à l'époque, prôné par Vichy, en fait recueille de jeunes enfants juifs qui sont cachés. Et elle va vivre dans cette communauté-là une partie de la guerre, et dans cette communauté-là, elle va renouer avec quelque chose de son enfance, c'est-à-dire renouer avec une pratique religieuse et toute une série de célébrations. Elle va s'adonner à l'agriculture aussi, à d'autres métiers manuels, et elle commence à songer, ça a été encore un peu flou, mais l'idée de faire son alia, un jour peut-être, si c'est possible, commence à germer en elle. Et puis le groupe va se dissoudre, fin de la zone libre, tout est en zone occupée. Cécile obtient des faux papiers pour elle, sa tante et son père,
Elle va partir à Albi avec sa tante, et elle va faire connaissance d'une famille à laquelle l'organisation l'OJC, l'organisation juive de combat, vient en aide. Elle va donc s'engager à son tour dans cette organisation qui a la charge de transporter des messages et des faux papiers. On voit ici cette carte incroyable, la carte de... C'est Cécile, cette carte de... Ce qui est d'ailleurs assez fou de penser qu'on avait une carte, bref, de l'organisation juive de combat qui témoigne de cette période-là. La guerre se passe donc dans la clandestinité et dans un premier engagement. Et puis la guerre s'arrête et ce qui aurait pu être une libération est probablement un des moments les plus difficiles de la vie de Cécile, puisque tout à coup, on est supposé revenir à une vie dite normale, sauf que ça signifie pour elle, en 1945, d'apprendre que la totalité de sa famille en Lituanie a été assassinée, en grande partie pendant ce qu'on appelle la Shoah par balle, qu'elle a donc perdu absolument toute sa famille, et Cécile se trouve dans une forme de désœuvrement fondamental. De désœuvrement fondamental, j'ai juste oublié de dire que jeune fille avant la guerre, c'est une enfant très solitaire, et que c'est une enfant très solitaire pour qui le fait de pratiquer beaucoup le dessin est une sorte de compagne ou de compagnie absolument essentielle. C'est donc dans cette après-guerre, où elle ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même, qu'elle va à la fois suivre des cours de peinture à l'atelier libre de la Grande Chaumière, à Montparnasse, et puis qu'elle va rencontrer un homme qui va énormément compter, qui est un graveur, qui est un buriniste, un juif polonais, qui s'appelle Joseph Hecht. Ce Joseph Hecht, elle le rencontre par un homme qui est le frère d'Arthur Rubinstein, qui a connu Hecht à Cracovie dans l'entre-deux-guerres, et qui, voyant les dessins de Cécile, a l'intuition que sa manière de dessiner pourrait donner quelque chose du côté de la gravure, que c'est vraiment un dessin extrêmement linéaire et qui appelle d'une certaine manière la gravure. Elle va rencontrer Hecht, et ça va être très très important parce que Hecht va lui servir vraiment, quand elle en parle, on a entendu parler de la nuit de l'ordre. Hecht, c'est l'ordre. Hecht, c'est la loi. Hecht, c'est la rigueur. C'est un maître extrêmement sévère qui lui apprend à graver et qui lui apprend à graver avec une méthode relativement inflexible. Il lui fait faire des lignes, comme on faisait quand on était enfant autrefois, des lignes de gravure, des lignes de virgule, des lignes de points, des lignes d'alphabet, etc. On est vraiment dans, Cécile aurait dit, dans la discipline. Discipline qu'elle va, j'en dirai un mot plus tard, qu'elle va énormément aimer. Mais, sentiment de ne pas être chez elle, sentiment de déracinement profond, sentiment de vide intérieur. Et tout à coup, surgit la possibilité peut-être de travailler pour la Haganah, l'armée juive clandestine qui milite et se bat pour la création d'un État d'Israël en Palestine. Elle saute le pas, elle va se former au combat, elle disait qu'elle n'était pas très bonne, dans une maison près de Fontainebleau, dont la discipline est là encore le maître mot. Et puis elle est envoyée à Marseille, et il y a des bateaux clandestins, elle est chargée d'être radio, de transmettre des messages, et puis finalement en 1946, faux papier d'immigration, elle quitte la France, et elle débarque à Haïfa. Je crois que c'est ma photo préférée de toutes mes photos préférées de Cécile. Voilà, extraordinaire. C'est Cécilie, puisque évidemment, tout ça est en anglais pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, Cécilie, Jew, 5'2", brown eyes, etc. C'est elle arrive donc en Israël, et elle va rester en Israël jusqu'en 48, jusqu'en début 48, dans un kibbutz, puis, enfin, Jérusalem kibbutz, puis Jérusalem. Elle va s'engager, et je vous lirai un extrait tout à l'heure, un peu plus tard, elle va s'engager beaucoup, avec également beaucoup de doutes. Quand plus les choses deviennent réelles, plus le sentiment d'irréalité l'envahit. Et très très peu de temps avant la proclamation de l'État d'Israël, au moment où les choses vont basculer, une cavité pulmonaire, un trou dans une cavité pulmonaire se réveille. C'est la tuberculose qui se déclenche, et elle doit, comme elle l'écrit en mettant beaucoup de guillemets à cela, elle doit être rapatriée. Elle va donc rentrer en France. Elle rentre en France, et c'est à partir de ce mois, elle rentre en pensant qu'elle va passer quelques mois en France, se soigner et repartir. Elle ne repartira jamais. En France, sans savoir qu'elle ne repartira pas, elle se remet à la pratique de la gravure.
Elle va commencer d'ailleurs à exposer assez rapidement. Elle aura même une exposition en Israël à laquelle elle ne pourra pas assister. Et elle va rencontrer Hannah Orloff, chez qui elle va faire également de la sculpture. Et par son entremise, elle va partir aussi en Espagne. En Espagne, où elle va dessiner, peindre et surtout graver ces fameux visages d'Espagne tout à fait extraordinaires. Et on est donc dans ces années qui vont de fin 48 à la fin 1951, où elle commence je vais prononcer un mot qu'elle aurait détesté, une carrière d'artiste. Elle commence à être artiste, Cécile, tout en pensant qu'elle va repartir et que tout ça est totalement vain. Sauf que, fin 1951, elle assiste au vernissage d'une exposition à la librairie-galerie de la Une, dirigée par Bernard Gerbrandt, et qu'elle y rencontre un homme qui s'appelle Fred II, et que tout va changer. Qu'elle ne va jamais repartir, d'autant plus que la tuberculose va, en 1952, prendre une ampleur considérable, et qu'elle va se retrouver au sanatorium. Je ne vais pas vous raconter la suite de la vie de Cécile. La suite de la vie de Cécile, c'est la Cécile Reims, artiste que l'on connaît, mais je voulais vous raconter ces éléments-là parce que, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, et l'empreinte de tout ce que je vous ai raconté, l'ombre portée de tout ce que je vous ai raconté est présente en permanence dans la suite de la vie de Cécile. Joël. Alors, moi, je suis là pour témoigner comme amie. Alors, comment témoigner d'une amitié de 51 ans ? Moi, j'ai rencontré Cécile et Fred en 1969, près de Lacoue. J'étais chez des amis communs de Cécile et de mes parents, parce qu'à Lautrec, Pierre vous en a parlé, Cécile a rencontré mes parents et les Lévites, voilà, c'était ces amis-là. J'étais en vacances chez eux, eux vont rentrer à Paris, et moi j'avais envie de rester parce que je voulais prolonger mon séjour, je trouvais que j'étais bien, je révisais des examens, c'était formidable. Et un soir, ils me disent, il y a Cécile et Fred qui vont venir. Je ne suis pas sûre qu'ils m'aient dit qui étaient Cécile et Fred, mais je l'ai découvert quand ils sont arrivés. Je me souviens très bien de leur arrivée dans cette cuisine. Fred très grand, Cécile petite. Déjà beaucoup de charisme de ce couple. Moi, en 69, moi, j'ai pas 20 ans. Et Cécile n'en a pas 42. Je vais vous montrer une photo que j'ai prise à ce moment-là de Cécile. Voilà. Voilà à quoi ressemble Cécile quand je la rencontre. Donc moi, je ne veux pas rentrer à Paris et j'exprime ça. Et Cécile me propose, alors je pense que le fait que j'étais la fille de mes parents, qu'elle a bien connue, a contribué au fait qu'elle me dit « mais viens chez nous ». Ils venaient de retaper une petite maison à côté de la leur, qui s'appelait la Poustigna, et j'arrive dans cet endroit totalement émerveillée. Il y avait, voilà, c'était ce qu'il y avait au mur, les livres, les odeurs les tissages de Cécile, l'odeur de papier, de peinture fraîche. Ils venaient de retaper ça. Je me rends compte que je suis pas dans un endroit habituel, assez extraordinaire, et je découvre un monde que je continuerai à découvrir avec eux. Et je crois que la femme que je suis devenue, parce qu'on ne s'est jamais perdu de vue. C'est une amitié qui a duré toute leur vie, et toute la mienne, et jusqu'à leur décès, Fred en 2015 et Cécile en 2020. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette amitié, elle perdure évidemment, et que c'est pour ça que je suis là ce soir, pour pouvoir en témoigner. Alors, quel choix j'allais faire pour vous parler de l'identité juive de Cécile ? Peut-être d'abord vous dire que c'était vraiment pas un sujet entre nous, c'était comme une évidence. Moi, j'ai le souvenir que c'était là. Alors, ça se traduisait comment ? On chantait des chansons en yiddish qu'on connaissait toutes les deux. On échangeait des recettes de cuisine. Moi, elle m'a appris à cuisiner la kasha. Moi, je lui donnais des recettes de strudel. On s'appelait pour Rosh Hashanah. On s'appelait à chaque fête. C'était absolument là, sans qu'on ait besoin d'en parler. Voilà. Et puis, à chaque occasion, quand il y avait un partage autour de ça, évidemment, des discussions sur la politique en Israël, beaucoup, mais
c'était très simple en fait. Ça faisait partie de quelque chose qui, je crois, a existé avant notre rencontre. Alors, quel choix faire? Alors, je suis partie de quelque chose qui est une boîte. Je vais vous la montrer, je l'ai prise en photo. Attendez, parce que je ne suis pas très à l'aise, voilà, avec ça. Voilà. Ça, c'est une boîte à sucre. Et un jour, Cécile me dit, tiens, il faut que je te montre quelque chose. Donc, elle m'amène dans leur chambre. Et au fond d'un placard, elle me montre cette boîte et elle me dit, tu sais, là, il y a mon étoile jaune. Étoile jaune que vous avez vue sur la photo tout à l'heure. Je lui dis, ah oui, donc. Elle me dit, c'est bien que tu le saches. D'accord. Puis on remet la boîte à sa place et puis c'est tout. On n'en parle plus. Et quand Fred est mort, Fred a été enterré avec un crayon HB5 ou HB, enfin je me souviens, il avait un crayon, enfin je m'en souviens pas, on me l'a raconté. Et Cécile, à l'occasion de ça, peut-être quelque temps après, m'avait dit, tu sais, alors moi, vraiment, je sais pas avec quoi je voudrais être enterrée. Hein. Moi, un crayon, un burin, non. Ah si, peut-être que si il y a quelque chose qui pourrait être enterré avec moi, c'est mon étoile jaune. J'ai entendu ça, je crois que j'ai pas fait de commentaire, j'ai dit ok, enfin voilà, j'ai enregistré cette information. Et quand Cécile est morte, je me suis souvenue de ça, et avec Pierre, mon mari, on s'est dit oui, on va faire ça. Je me suis rappelée d'abord de comment elle l'avait porté, comment elle en parlait, que pour elle ça avait été comme un défi, comme une fierté. Enfin, je me suis rappelée la combattante, la résistante qu'elle a été, et ça avait du sens. Donc on a répondu à son souhait. Alors déjà, cette boîte, elle parle de ça, il y avait ça. Et puis, je l'ai prise avec moi, cette boîte, après la mort de Cécile, puisqu'elle m'avait dit que c'était une boîte importante. Et il y a peut-être, après sa mort, je l'ai ouverte, et là, j'ai découvert un trésor. Mais vraiment un trésor que je ne savais pas. J'ai découvert 9 lettres de Cécile, écrites à sa tante quand elle était interne au lycée de Castres. C'est assez bouleversant. Je me suis demandé ce que j'allais faire de ça. Et quand il s'est agi de parler de Cécile ce soir, je me suis dit que j'allais vous en lire des extraits, parce que, évidemment, le temps étant ce qu'il est. Alors, pourquoi ? Parce qu'on voit dans cette jeune fille qui a 15 ans, elle va avoir 15 ans, c'est la veille de son anniversaire, cette femme, il y a déjà tout. C'est très digne, il y a du courage, c'est très tenu, elle a le souci de rassurer sa tante, et en même temps, c'est une jeune fille de 15 ans qui raconte plein de choses, y compris ses fous rires au pensionnat. Elle a voyagé seule à 14 ans pour arriver dans cet internat. Elle est tout ce qu'elle a été. Il y a son écriture aussi, qui est, pour tous ceux qui ont reçu des lettres de Cécile, tout est là. Et c'est aussi un témoignage, évidemment, très précieux de cette époque où manger à sa faim, faire des études, c'est absolument pas évident. Et donc, je vais vous lire quelques extraits. Et j'ai une image, oui. Merci Pierre. Voilà. L'écriture de Cécile quand elle a 15 ans. Vous m'entendez bien ? Castres, le 13 octobre 1942. Elle appelait sa tante Asie. Chère Asie, j'espère que tu vas bien. Pour moi, me voici bien arrivée au collège. J'étais très fatiguée du voyage car j'avais mangé juste avant de prendre le train, mais ça va mieux maintenant. Mademoiselle Grunbaum était à la gare et m'a aidée pour porter les bagages. Elle est vraiment très gentille. La pension est tout à fait autrement qu'on me l'avait décrite. C'est beaucoup plus intime qu'au collège de Brive. Nous ne sommes qu'environ 50 pensionnaires. Je mange très très bien et j'ai même trop de pain.
Le soir, par exemple, nous avons mangé des nouilles avec du veau, de la salade, avec des épinards qui étaient très bons, des châtaignes et une pomme. Je me suis remise au travail assez facilement et je suis très contente. J'espère que tu n'es plus fâchée contre moi. Si tu savais comme cela m'a fait du chagrin de partir comme cela. Peux-tu écrire pour que je puisse venir à la Toussaint ? Je serai très heureuse. Dimanche, j'avais un peu le cafard, mais maintenant c'est complètement fini. Seulement, je voudrais te voir bientôt. J'espère que tu es bien chez Madame Fien et que tu manges bien. Pour moi, comme tu le vois, je ne suis pas du tout malheureuse, mais si tu étais là, ce serait encore mieux. Mais on ne peut pas tout avoir. J'espère qu'on te laissera tranquille à la Cône et nous serons très heureux ainsi. Je t'embrasse très très fort. À bientôt, Cécile. Castres, le 16 octobre 1942. Chère Asie, j'ai été chez le libraire et j'ai tous mes livres. J'ai pu en acheter plusieurs d'occasion. Cela m'a fait une économie. Maintenant, j'ai tous mes livres. Le libraire m'a avancé quelques cahiers car nous n'avons pas encore nos points, mais il a pris mon adresse pour que je puisse les lui rapporter. Quelle complication! J'ai aussi acheté un peu de confiture. J'espère que tu ne seras pas fâché. Tu sais que j'aurais bien mangé du pain sec, mais toutes celles qui sont à côté de moi mettent sur leur pain une grosse couche de beurre ou de confiture, alors cela me fait très envie. La confiture que j'ai achetée est très bonne et dure très longtemps. Elle est à l'orange. Tu dois te dire que je ne l'aimais pas avant, mais je la trouve très bonne maintenant. J'en ai acheté une livre pour 16 francs. Cela durera 3 semaines. Nous mangeons vraiment très bien. Et je n'aurais jamais si bien mangé à la Cône. Le matin, je bois un grand bol de lait ou de café au lait. Tu t'imagines ? J'espère que ça ne te fait pas trop envie. Mes études... Excusez-moi. J'ai encore du temps ou pas ? Mes études marchent très bien et sont bien plus organisées que l'année dernière. Cela me fait du bien. J'ai déjà fait tous mes devoirs jusqu'à dimanche. Tu vois, c'est la belle vie. Chère Asie, ça c'est le 23 octobre 1942, mercredi, le 23 octobre 1942. Chère Asie, j'ai bien reçu ta lettre, elle m'a fait beaucoup de plaisir. Je suis tellement contente que tu sois entourée de gens gentils et que tu manges bien. Je ne me rappelle pas si je t'ai déjà remercié pour le colis d'anniversaire. En tout cas, tu es vraiment trop gentille et je me suis vraiment régalée, mais tu aurais dû en prendre une tranche. J'aurais été encore plus contente. Alors, elle est allée au théâtre et ça correspondait à son anniversaire avec le collège. Nous avons été, comme je te l'ai dit, au théâtre lundi soir. C'était tordant. Il y avait une pièce en patois. Je n'y ai rien compris. Mais les gestes étaient si drôles que je ne pouvais plus me retenir tellement que j'en pleurais. Avant de partir, qu'est-ce que je vois ? Toutes les filles, même des enfants de 12 ans, se maquillaient avec poudre, rouge et ricille. C'est tellement comique que je ne subirai jamais leur exemple. Tu peux en être tranquille. Et enfin, dernier petit extrait, tout petit extrait. Chère Asie, le 24 novembre 1942. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis première en physique et chimie et ai très bien réussi ma composition d'histoire. J'aurai les résultats vendredi. J'espère être dans les premières. Samedi, j'ai composition d'allemand. J'espère que je la réussirai. En français, le professeur me dégoûte. Il y en a qui font de bien plus mauvaises rédactions que moi et elles ont cependant de meilleures notes, car elle a des chouchoutes. C'est décourageant.
Ici, il fait très froid, mais nous sommes chauffés. Il n'y a que les pieds qui me font souffrir. Les Grunbaum m'ont donné une adresse d'un cordonnier qui répare avec cuir et caoutchouc. J'emporterai les tiens dimanche. Chère Cécile, chère Asie, je t'embrasse très très fort. À dimanche, ta Cécile. Un bonjour à tout le monde. Voilà, la dernière image que je vais vous montrer, c'est septembre 2019. Je crois que c'était le 7, mais je ne suis pas tout à fait sûre. C'est Rosh Hashanah. Et on était ensemble. Donc, on a cherché la pomme, le miel, et Cécile a pris son livre et a fait la bénédiction en hébreu pour souhaiter une belle et douce année. C'était un joli moment. Merci Joël. Merci de faire entendre la voix d'adolescente de Cécile. Tous les gens qui ont connu Cécile savaient aussi qu'elle avait gardé intacte en elle la petite fille ou la jeune fille, y compris l'enfant en colère, et celle qui voulait aussi être bonne élève. Il y a aussi quelque chose de ça chez Cécile, hein, voilà, cette manière de... Voilà. Et cette écriture. Tu n'as pas eu le temps de la montrer, mais dans les lettres de Cécile... Dans les lettres de Cécile, tu peux peut-être juste la projeter. Oui. Il y a une lettre incroyable qu'on n'a pas le temps de vous lire, mais que vous allez regarder. Cette lettre qui nous a permis de découvrir une chose dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie, c'est que Cécile, à un moment, est inopinément tombée dans une embuscade avec des Allemands et qu'elle a failli mourir, et qu'elle finit en racontant à sa tante sur un ton de gaieté qu'elle est avec des amis et qu'elle chante des chants religieux et que tout va très bien et que c'est formidable. Je pense que c'est un document absolument incroyable qui résume aussi Cécile et dans sa volonté de ne pas inquiéter sa tante. Juste peut-être un mot de conclusion en commençant par une phrase de Cécile. Elle raconte le moment où elle quitte la France pour la Palestine et où donc elle pense qu'elle va abandonner la gravure pour la lutte et pour la fondation d'Israël. J'abandonnais l'art, ce flou où l'intransigeance du burin devenait dérisoire, pour une nécessité concrète, une réalité qui portait en elle sa réalisation. Je quittais la France, l'Europe et son désastre, espérant sans doute me quitter pour une autre vie, la Palestine, le kibboutz d'abord, Jérusalem ensuite, où de temps en temps je revenais au dessin. Mais à nouveau, ce fut la guerre. La ville assiégée, et moi enfermé dans le sentiment croissant de mon existence, puis libéré. Le rêve réalisé. La terre d'Israël renaissait de ses cendres, de celle de l'Europe juive dévastée. Le rêve devenu réalité, se reformait mon vide intérieur, cette caverne obscure où je me perdais, me dissolvait. Elle se concrétisa en une cavité pulmonaire, celle d'une tuberculose déjà très avancée. Je fus rapatrié. Je vous lis ces mots parce que je pense que ça peut résumer un petit peu ce qu'on vient de dire sur le rapport de Cécile, non seulement au judaïsme, mais aussi à toute chose. C'est-à-dire cette sensation que quand la chose s'incarne, quand ça devient une réalité concrète, elle s'en écarte. Cécile, c'est toujours quelqu'un de l'écart. C'est quelqu'un, quand elle arrive en France en 1933, elle parle d'une fissure. Quand elle tombe malade, la tuberculose, c'est une cavité. Elle s'écarte. Elle est toujours dans une forme de rapport contradictoire. Le rapport de Cécile au judaïsme est d'une certaine manière un rapport contradictoire. Enfin, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle avait un rapport juif au judaïsme. Mais bon, c'est juste un point de vue ashkénaze. Je cite toujours cette phrase citée par Cécile en permanence de René Char: de quoi souffres-tu? De l'irréel intact dans le réel dévasté. On ne peut pas mieux faire que de citer ça. Elle citait cette phrase et elle citait aussi beaucoup Rabbi Nachman de Bratslav. De quoi souffres-tu? Voilà. Alors, l'irréel intact dans le réel dévasté, je crois que ça synthétise aussi ce rapport au judaïsme. Si Cécile était juive, ce qu'elle était évidemment, elle était, et c'est important de le dire, de façon hétérodoxe, évidemment. Comme, on va en entendre parler dans un instant, comme elle était hétérodoxe, elle le revendiquait dans sa pratique de la gravure. Hétérodoxe, c'est-à-dire qu'elle avait à la fois obéi à Èche dans l'apprentissage, mais qu'elle lui avait désobéi dans l'application de la règle. Cécile, c'est ça. Cécile, c'est la loi et la révolte.
Le judaïsme donne la règle, mais la liberté de Cécile, ça a été d'aimer la règle et de ne cesser de se révolter par rapport à elle. Je vais tout de suite céder la parole à deux personnes. Donc, à ma droite, Lorraine Laz. Lorraine, aujourd'hui, est directrice du musée Angladon en Avignon, mais Lorraine, pour nous aussi ce soir, Lorraine est l'auteur de l'incroyable catalogue raisonné de l'œuvre gravée de Cécile. Beaucoup de ce que je vous dis ce soir, je le sais encore beaucoup mieux depuis que Lorraine a fait ce travail qui m'a permis de rectifier nombre de mes erreurs et parfois des erreurs de Cécile elle-même. Lorraine, qui est spécialiste de gravure, qui va nous parler de Cécile Graveur. Et à ma gauche, Rainer Michael Messon. Rainer, que je ne présenterai pas, puisque c'est son intervention qui vous expliquera qui il est et qui il est par rapport à Cécile. Lorraine. Tu crois que je vais savoir faire? Tu cliques sur les images quand tu les as. Autant que moi. Tu les vois et tu les sélectionnes. 50 ans me séparaient de Cécile, et pourtant c'était mon amie. Et je suis désolée d'avance, je l'appelle Cécile, j'ai beaucoup de difficultés à l'appeler autrement. Ce que je vous propose ce soir, c'est quelques réflexions qui me sont personnelles, parce qu'elles sont personnelles, elles sont donc critiques. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'a dit Pierre, mais il y a beaucoup de choses qui résonnent effectivement aussi très fort. Vous avez aussi beaucoup raison. Et ces réflexions, elles sont nées de ma relation à cette femme. Et j'avais envie de vous donner, avec ma sensibilité, ce que j'ai vu, quel portrait je peux faire du graveur qui vivait en elle. Ce sera sûrement un peu décousu, et puis je vous prie de bien vouloir m'arrêter, maître de séance, si c'est trop long. Je me souviens très bien de Cécile dans cet auditorium, précisément. Je vais essayer de parler dans le micro. Dans ce musée, vivante, heureuse, très, 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 très heureuse. Invitée par Nathalie Hazan à faire une exposition. J'ai eu la chance d'être à leur côté, encore merci Nathalie. C'était en octobre 2011, c'était il y a 10 ans. L'exposition se tenait dans l'espace choisi par Cécile, c'est-à-dire les salles adjacentes à cet auditorium, qui sont des sortes de tunnels de pierre, je dirais, relativement ingrats, pour faire une exposition. Et l'occasion nous était donnée de montrer la sélection que Cécile avait faite pour le mage, c'est-à-dire les psaumes, le Kaddish, que son amoureux Fred avait dessiné pour elle, et également d'autres estampes avec une forte, disons, dimension spirituelle, qui lui semblait devoir être la responsabilité de cette institution qu'est le mage à l'identité si particulière. Et par exemple, la première image de cette exposition, c'était celle-ci, l'arbre de vie. C'est une estampe de 92, et c'est l'estampe que de l'ensemble de son œuvre gravée, Cécile préférait. C'était cette estampe qui ouvrait l'exposition. Remonte en moi bien des souvenirs et bien des sentiments. Ce lieu, le souvenir de cette exposition, le principe même de l'hommage à une personne disparue, m'invite à une certaine honnêteté. Et du coup, je me sens un peu autorisée à vous faire part du chagrin que je ressens, et puis aussi d'un certain sentiment de colère, une colère qui ne s'émousse pas depuis juillet 2020, depuis que Cécile n'est plus. Cette colère, elle naît chez moi d'un manquement, parce que je n'ai pas vu l'évidence, à savoir que quelqu'un de son très grand âge pouvait s'en aller. Alors comment est-il possible que je n'ai pas vu mon ami de 92 ans partir, pour moi, si vite ? Quelque part, et j'espère que certains comprendront ce que je dis, Pierre l'a un peu dit déjà, elle était à mes yeux encore une petite fille. Déjà, elle était de petite taille et elle avait de très grands pieds, comme ceux d'un enfant qui va faire sa croissance, sa poussée de croissance, puis finalement, cette poussée de croissance n'a jamais lieu. Elle avait aussi, par bien des aspects, le caractère d'une petite fille, têtue, intransigeante, pas toujours commode. Elle avait aussi cet air amusé, un peu permanent. Elle avait une promptitude à sourire, jusqu'aux yeux, assez désarmante. Un visage en forme de cœur, je viens encore de le voir, avec un front qui dessinait un cœur. Des yeux immenses,
qui était d'ailleurs encore agrandi par des lunettes de presbyte. Et son regard juvénile, jeune, vif, et en même temps un regard très grave. C'était quelque chose d'important pour moi. C'était effectivement le regard de quelqu'un qui souffre de l'irréel intact face au réel dévasté. Un regard de sachant, un regard inconsolable, un regard inconsolé. Et ce que moi j'ai toujours vu chez elle, un regard d'orpheline. Et avec ce regard, j'ai énormément partagé. D'abord, j'ai connu l'exceptionnelle buriniste qu'elle était grâce à l'exposition que lui consacrait en 2004 la Bibliothèque nationale de France. Il était montré des estampes magistrales, les grandes métamorphoses par exemple, qui datent de 57-58. À l'époque, moi je travaillais dans ce département et j'avais eu la chance de la croiser là-bas plusieurs fois sans avoir ni vraiment le courage, ni vraiment de raison valable d'aller au-devant d'elle. Mais je me souviens de ce sentiment assez déstabilisant, d'incompréhension, un sentiment presque d'incongruité devant un si grand graveur caché dans un si petit bout de femme. Donc quand en 2007, à l'époque j'étais conservatrice dans un cabinet des estampes au bord du Léman, à Vevey. Donc quand en 2007, je reçois une lettre qui me propose un don d'environ 200 estampes de Cécile Reims, je sais évidemment qui est Cécile Reims. Et donc du coup, là, je me sens permise de l'appeler. Et j'ai des questions très simples de conservateur. Connaît-elle cet ensemble ? S'agit-il de pièces importantes au sein de son œuvre ? Et surtout, quelle part de son travail cet ensemble constitue-t-il ? Elle me répond qu'elle n'en a aucune idée. Sans doute a-t-elle gravé 500, 600, éventuellement maximum 700 pièces. Alors moi, je suis évidemment très surprise. Vous ne savez pas combien d'images vous avez gravées ? Non. Vous n'avez pas d'archives ? Ouh là là. Si, bien sûr, j'ai des choses, mais des archives, pas vraiment. Non, j'ai pas tout, puis tout est très en bazar. Je suis très désordonnée. Alors moi, je lui réponds que classer, ranger, trier, ordonner, savoir où se trouve une image parmi 100 000, moi, c'est mon métier. Donc, je demande si je peux venir voir ça, tout simplement, histoire de se faire une meilleure idée. Et elle n'a qu'une réponse, bien sûr, venez. Donc, en 2 minutes, le rendez-vous est pris. Cécile avait ça, une sorte de fluidité dans le contact, une familiarité immédiate, une hospitalité du cœur, une simplicité assez déroutante, rare. Et donc, je suis immédiatement reçue chez eux. Premier contact avec elle, Fred est sur ses talons. Fred, qui pour une fois, j'insiste, pour une fois n'était pas l'objet de la visite. Fred, qui, ceci dit, a évidemment donné à cette visite une saveur tout à fait inoubliable. Et donc, le premier contact, je m'intéresse de suite à ce qui est immédiatement visible dans la maison, et donc au graveur qui vit là. Je m'intéresse à ce qu'on appelle sa chambre à soi, qui est donc juste adjacente à la cuisine. Donc la table de travail, la position de celle-ci par rapport à la fenêtre, les instruments, la section des burins, la forme des champignons, c'est-à-dire la partie qu'on tient dans la paume de la main, mais aussi les livres qui sont à sa portée, les images qui sont accrochées au mur. Je regarde, je vois tout de suite qu'il y a par exemple une petite estampe de Dürer qui est là. Et Dürer, pour qui a un jour une petite idée de ce qu'est l'histoire de l'image imprimée, autant vous dire que c'est le plus grand graveur. Il est au début de l'histoire du burin et définitivement, c'est le meilleur donc pour la nuit des temps. Je remarque donc qu'au quotidien, cette femme travaille auprès d'un maître incontesté et qu'elle en reçoit la leçon permanente et qu'elle relève un défi sévère et absolu. Je remarque aussi 2 autres choses, l'absence de coussin et l'absence de presse. Et une fois enquête menée dans toute la maison, confirmation, absence totale de presse. Je m'en ouvre à elle et elle me répond que non, elle n'a besoin ni d'un coussin ni d'une presse. Alors, graver et graver au burin est un exercice extrêmement difficile. Je vais essayer de vous expliquer du mieux possible et avec une image ce que ça peut être. Pour en montrer la difficulté, j'ai donc choisi cette image. C'est une image ancienne. Ça s'appelle les graveurs en taille douce d'Abraham Boss. Elle est datée de 1643. Je l'ai choisie parce qu'elle est très belle, très importante pour l'histoire de la gravure et qu'elle montre des graveurs en taille douce, c'est-à-dire sur cuivre,
et qu'ils sont dans la même condition que celles des graveurs du XXe siècle ou du XXIe siècle. Et je vous montre cette image aussi parce qu'elle oppose deux manières de graver le cuivre. À gauche, vous avez un aquafortiste et à droite, vous avez un buriniste. Soit deux façons de travailler bien différentes. Vous voyez tout de suite, il y en a un qui travaille, celui de gauche, il travaille à main levée, et celui de droite, pas du tout. Ça, c'est une estampe de Cécile Reims qui s'appelle Espagne. Elle date de 1951. Donc, pour simplifier les choses, un buriniste tient son burin dans ce qu'on appelle la main dominante. Pour Cécile, c'est la main droite. Et la gauche s'occupe de faire tourner la plaque. Si j'essaye de vous... C'est en tournant la plaque qu'on fait le dessin. C'est-à-dire, si j'essaye de prendre une forme très simple et très imagée, c'est comme si votre main qui écrit tient le stylo, ce que vous faites, et que dessous, vous l'appuyez, ce stylo, sur une feuille de papier, et que le dessin que vous formez va se faire parce que vous tournez le support sur lequel vous appuyez. C'est très rapidement dit, mais grosso modo, c'est à peu près ça quand même. Et donc, la main dominante du buriniste, elle est fixe, elle est en charge de faire ce qu'on appelle le plus ou moins profond de l'entaille réalisée. Et là, sur ce détail-là, donc il y a des parties qui sont très linéaires et puis d'autres parties qui sont beaucoup plus rondes. Vous voyez déjà très simplement une différence de couleur. C'est une différence aussi de profondeur, en fait, de la taille qui est entaillée. La main dominante de Cécile fait donc s'enfoncer le burin. C'est cette main dominante qui coupe le cuivre. C'est la dominante car il faut que dans cette main, il y ait une certaine force et en même temps une certaine tempérance. Le cuivre est un matériau à la fois ferme, résistant, c'est un métal dense qui permet beaucoup de précision et souple en même temps. Il se laisse volontiers couper, surtout par un burin bien aiguisé. Ce qui veut dire que cette main dominante, elle enfonce et en même temps elle retient. Elle avance et en même temps recule. La plaque de cuivre, elle, qui est donc tenue chez Cécile par la main dominée, la main gauche, il est évidemment beaucoup plus facile de la faire bouger si elle n'est pas statique, de la faire tourner s'il y a un coussin dessous. On peut l'incliner, on peut la tourner, puis elle n'adhère pas à la table sur laquelle on s'appuie, etc. Il évite cette adhérence. Et elle, dans son métier de graveur, Cécile n'accepte donc aucune aide, pas même celle d'un coussin. C'est-à-dire, elle va très loin dans l'aridité de son travail. C'est une sorte de chemin de croix. Elle est constamment défiée par cette estampe de Dürer. Elle choisit la technique la plus difficile, la plus subtile, la plus sévère, et elle refuse un quelconque soulagement ou une quelconque aide. Et on voit là, dans cette image-là, une sorte d'aisance, un sentiment que cet outil qui est extrêmement contrariant, elle en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire une ligne, une courbe, du lourd, du léger. Cécile a un savoir de la main, un savoir qu'elle a patiemment acquis, effectivement, dans l'atelier de Joseph Echt. Elle gravait des plumes, c'est-à-dire le motif de plumes d'oiseaux, parce qu'il s'agit de faire des choses très longues. Enfin, vous avez déjà vu des plumes, bref, comme on faisait, comme un pianiste fait des gammes. Elle m'a toujours dit ça comme ça. Tu disais d'ailleurs des lignes, des points. Elle a dit aimer créer les sillons, labourer ce matériau, le cuivre tiré de la terre, en recueillir les copeaux dans la main. Ce qui l'habite, Cécile, ce qu'elle a à dire au monde, sa nécessité, ce n'est pas de dessiner, c'est de graver. Vraiment du sens allemand, le graben, le creuser, c'est-à-dire laisser sa trace dans une matière dure. Ce qui intéresse Cécile, je suis désolée si j'en choque certains, à mon sens, ce n'est donc pas l'estampe, c'est la gravure. La gravure, c'est... D'ailleurs, je réagis, mais dans sa conversation, le mot estampe n'intervient jamais. Elle n'utilise jamais ce mot. Elle parlait toujours de ses gravures. Pour qualifier l'image imprimée que nous tenons dans la main, Cécile parlait toujours de gravure, jamais d'estampe. Or, soyons un peu puristes, ce que nous tenons de Cécile Reims dans les mains, c'est une estampe. La gravure, c'est le geste qui est enfermé dans le cuivre. Ce n'est pas l'image vraiment imprimée sur papier. Donc il y a un lien logique, évidemment, entre les deux mots, mais c'est une métonymie, c'est très répandu, mais c'est un peu impropre aussi.
Bref, donc Cécile ne parle pas d'estampes et j'en suis arrivée à la conclusion qu'elle n'en parle pas parce que ça ne l'intéresse pas vraiment, ou en tout cas beaucoup moins que la gravure. Ce n'est pas dans l'estampe en fait qu'est son œuvre au sens d'opus, au sens de travail, de produit du travail, c'est ce sillon dans le cuivre, d'où l'absence de presse. L'estampe, elle, c'est-à-dire l'image imprimée que nous tenons entre nos mains, ça c'est l'opus de son imprimeur. Ça veut dire que l'estampe que nous tenons, c'est un objet tiers, c'est un objet extrinsèque à Cécile. Et donc du coup, le Capharnaüm qu'elle me décrivait, donc très relatif, hein, j'en ai vu d'autres, dans son armoire, était d'ailleurs tout à fait éloquent. Les matrices, les cuivres, en tout cas ceux qui lui appartenaient, c'est-à-dire les siens et ceux qu'elle avait fait pour les dessins de Fred, inédits ou pas, étaient fort bien rangés. Et il y a évidemment une grande opposition entre ces matrices bien rangées et l'état des preuves, effectivement, nettement moins net. Dans cet état, il n'y a aucune épreuve d'état, c'est-à-dire des épreuves qui témoignent d'une étape dans tout le travail de gravure. On peut dire, on fait 3 traits, on regarde à quoi ça ressemble, on rajoute 3 traits, puis on regarde à quoi ça ressemble. Il n'y a absolument pas de travail d'état. Et c'est pourtant cela, normalement, qui permettra au graveur de juger si quelque chose doit être rectifié. Quand Cécile apporte son cuivre à l'atelier Moret pour impression, il est abouti. Elle sait le lire, comme elle le disait. Pourtant, un cuivre qui n'a pas d'encre est visuellement parlant un vrai miroir. Il renvoie la lumière de toutes parts. Et le sillon qui est à l'intérieur, pareil. Donc plus qu'avec les yeux, c'est avec les doigts, plutôt qu'on pourrait le lire. À l'approche donc très rapprochée que Cécile a de son travail, il y a évidemment plusieurs travers. Parce que de cette forme de non-intérêt pour les images imprimées vient le fait qu'elle n'a jamais classé, rangé, compté, ordonné, archivé, ni même parfois pris une épreuve pour elle. De cette forme de non-intérêt pour l'image imprimée, l'image complète, on en vient au fait qu'elle n'en a pas forcément la mémoire. Ce qui est très surprenant. Mais elle ne sait pas toujours, quand elle voit une estampe, l'image seule, elle ne sait pas toujours si c'est d'elle. Ce qui fait du coup qu'à la question très simple, combien d'images avez-vous gravées, elle n'en a aucune idée réelle. Et il eût été bien trop simple de s'en tenir à ses armoires. Donc la question, c'est qu'ensemble, Cécile et moi, que cherchions-nous ? Les estampes imprimées à partir d'une matrice gravée par Cécile. Et donc, comment les reconnaître ? Il faut bien comprendre le problème. Moi, je vais au département des estampes, des millions d'images. Je vais chez des marchands d'estampes, des quantités astronomiques d'images. Je vais chez des galeries. Je vois des milliers d'images. Et je cherche à attribuer à Cécile ce qui lui revient. Par exemple, là, vous avez 2 belles-mères. Vous avez 2 gravures au burin. Comment savoir si l'un des deux, si aucun, a été gravé par Cécile Reims ? Parce qu'elles sont signées par elle ? Non. Évidemment, on connaît tous son histoire de graveur d'interprétation et son statut clandestin de main. Pourrait-on les reconnaître parce qu'il y aurait une mention quelque part sur les ouvrages dans lesquels ces estampes se trouvent qui signerait son intervention ? Évidemment non plus. Autrement, autre question, parce que toutes les estampes de belle-mère, toutes les estampes de Léonore Fini, gravées au burin, sont de Cécile Reims ? Toujours pas. Et enfin, tout simplement, à la question, Cécile, si je te montre une photo, saurais-tu reconnaître que c'est de toi ? Ça ne marche pas non plus. Contre toute attente, elle ne le sait pas non plus. Donc la question est vite devenue celle-ci. Qu'est-ce que cette image de belle-mère, cette image de Léonore Fini et cette image de Cécile Reims ont de commun ? Le dessin, vous venez de le voir, le dessin à proprement parler, l'image que vous voyez, la composition, n'apporte aucun secours. Car ce qui lie ces images entre elles, c'est la grâce de leur taille. Si je reprends les 2 belles-mères, moi, j'arrive à constater, grâce à elles, que celui qui est à gauche a été gravé par elle, celui qui est à droite n'a pas été gravé par elle. Voilà, vous en voyez un détail, par exemple. Ce que Cécile a accepté de partager avec moi, c'est à reconnaître sa taille, sa ligne, le désir de sa ligne, le point où sa ligne veut entrer ou mourir. Je paraphrase Matisse.
Ma dette à Cécile Reims, c'est presque de l'ordre de l'éducation de l'œil, pas de la langue malheureusement, car je n'ai pas de mots pour dire la grâce de cette ligne. Si je monte ce canapé, donc le canapé d'après Belle-Mère, en 68-69, je vous montre un détail de cuivre, un détail de l'estampe qui est faite d'après. J'ai pas de mots pour dire l'élégance de cette ligne, sa souplesse, sa puissance aussi, et en même temps une extraordinaire légèreté. Il y a aussi un désir du cuivre qu'on y sent. Il y a un sens fort et incontestablement érotique de la pénétration. Elle a une capacité à faire son burin à différents niveaux. Il y a des choses qui sont très profondes, des choses qui sont très superficielles, et tout ça se superpose. La grâce de cette taille, nous l'avons poursuivie ensemble à travers des milliers d'images, à travers 10 artistes différents, à travers 66 années de travail. Avec lucidité, avec énormément d'éblouissement, avec douleur aussi parfois. Parce que Cécile a vu, comme j'ai vu, l'immensité de son œuvre. Elle a vu, comme j'ai vu, sa prise de confiance progressive dans sa taille, sa prise de confiance dans son statut d'artiste. Elle a vu, comme j'ai vu, la maladresse aussi de sa main s'installer. Près de 60 ans, donc c'est par cette image-là, Espagne de 51, et ça, Histoire naturelle de 98. Et il y a un écart colossal d'intention, de maturité, de nécessité. Là, il y a une facilité, et là, il y a une gravité. Par son intensité, l'aventure avec Cécile a été pour moi tout simplement formidable. 1000 fois, bien sûr, je lui ai dit merci, donc elle savait. Mais je ne lui ai jamais dit au revoir, c'est-à-dire, je vais te revoir. Et je le regrette. J'aurais voulu, avec ce mot, l'assurer du fait que je n'oublie pas. Je me console, parce qu'aujourd'hui, je la sais au plus merveilleux endroit au monde, celui qu'il préférerait sans doute, c'est-à-dire allongé, sous une couverture, auprès de Fred. J'ai fini. Voilà, un très grand merci. Tu disais que tu n'étais pas d'accord avec tout ce que j'avais dit, mais moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je passe la parole à Rainer. C'est le tien. Tu vas prendre la place de Rainer. Regarde, Lorraine. Et toi, là. Que dire maintenant ? Regardons. Voilà donc un paysage, dira-t-on, un paysage de flux et de soulèvement. Cécile l'a gravé en 1952. Elle a alors plus ou moins un quart de siècle. Elle pratique la technique qu'elle a apprise auprès de son maître, de Joseph Hecht, forme de gravure qu'elle appelait, je la cite, la forme ascétique de la gravure. Lorraine admirablement vient de nous dire ce en quoi elle consiste. Je ne m'y attarde pas et je saute ce que j'avais préparé. Ici donc, Cécile a tout uniment mis ce métier du burin, sévère et exigeant autant que l'était Joseph Hecht, au service de ce qu'elle veut montrer. L'image graphique, des tailles parallèles sinueuses, chaloupées, serrées et fluides, et parfois étagées et oscillantes. Cécile ne recourt pas aux tailles croisées, contrairement à Dürer. Épouse les mouvements, j'aimerais presque dire
la chorégraphie que nous pouvons imaginer être celle de la plaque de cuivre poussée et sans cesse réorientée par Cécile sur sa table de travail où elle est à plat. Cette estampe, puisque ici je vous montre le tirage, nous montre donc, autant qu'il est possible, Cécile à l'œuvre, en jouant de sa main immobile tenant le burin, en dessinant de la sorte, au moyen de la mobilité très exactement dirigée de la plaque. L'image de cet événement qui prend forme s'offre là sans aucun filtre. On pourrait dire c'est la technique qui parle. Le dessin est le résultat immédiat de la technique. Son discours est celui d'un état de naissance. En donnant à voir ici ce qui se passe quand on pratique le burin, Cécile décrit par là même son sujet, ce qu'elle veut dépeindre, dirait-on, s'il s'agissait d'un tableau. Bref, il y a accord implicite et explicite entre la forme et le fond. Il y a unité entre le signifiant, c'est-à-dire le trait au burin, et le signifié, la structure du monde qui naît, comme on aurait aimé à le dire il y a 50 ans à l'âge du structuralisme. Mais nous sommes devant le magnat en fusion et le jaillissement du premier jour, et tout le dessin n'est que celui propre à un métier, le burin. Or, cette pièce, par hasard, un mot et une situation qui plaisaient beaucoup à Cécile, se trouve être la première d'une suite de 7 planches, suite intitulée « Aube », qui sera partiellement imprimée en 1953. Cette représentation inaugurale a un antécédent chez Cécile, au tournant de 1949-1950, dans le catalogue de Lorraine Laz, sous numéro 36.1. Et cet antécédent s'intitule alors tout simplement, très significativement, La création du monde, le jour premier. C'est bon, oui. L'image ici que j'ai prélevée dans le catalogue raisonné de Lorraine est assez mauvaise, toutes mes excuses. Voici donc, c'est peut-être mieux, un détail focalisé sur le délinéament. Cette préfiguration de 1949-1950 ne tire pas encore parti de toute la souplesse d'écriture du burin dont Cécile allait être capable, de son abstraction intrinsèque et du bouillonnement spontané, en même temps mesuré, de l'invention. Ainsi, les petites vagues qui se succèdent comme des bouclettes renvoient encore à des schèmes formels, à des abréviations signalétiques, voire ornementales, qui se retrouvent dans le vocabulaire de l'art roman, comme aussi chez Leonardo da Vinci. Et pour parler d'un homme que vous connaissez, Lorenz, jusqu'à Marcus Retz. Certes, il faut le rappeler, aucun artiste n'est jamais indemne de culture. Il n'y a pas d'art sans l'art d'avant. Justement, revenons à notre image. Et prenons en considération cette sorte d'orographie, cette manière de surgissement originel des montagnes qui se dessine ici chez Cécile. Quelque chose n'y rappelle-t-il pas la grande planche de Giorgio Ghisi, gravée au burin en 1561 ? Sans doute d'après Luca Penni et improprement intitulé par les savants Le rêve de Raphaël ou également Allégorie de la vie humaine. Au centre inférieur, au-dessous de la barque flottant sur une mer encore agitée, ne reconnaissons-nous pas dans les pics et les flots comme un modèle lointain mais évident
du paysage élémentaire gravé par Cécile. D'autant que Cécile, faisant ou laissant retirer, c'est-à-dire tirer une seconde fois en 1992 à 15 épreuves le burin sur lequel nous sommes arrêtés, celui-ci, lui a donné alors pour titre Le Déluge. Or, il n'est pas interdit de voir dans la barque ronde et éventrée de Giorgio Ghisi une arche brisée, d'où une multitude d'animaux, fantastiques ou familiers, s'est apparemment échappée. Il convient d'ajouter encore, devant cette image, que dans une lettre du 7 décembre 2017, Cécile désigne expressis verbis cette gravure comme l'arbre de vie. Ne serait-ce pas parce que la création du monde, tout comme l'éclosion même de l'art qui est désir et réalisation, recèle des promesses, et que les premières années 1950 sont pour Cécile, malgré sa maladie, comme le temps d'une lente renaissance, d'un avenir, en deux mots, à venir, plus dilatant. Ce qui s'offre à l'aube de la vie d'artiste de Cécile Reims, comme nous venons d'en regarder un exemple, se poursuit jusqu'au dernier burin, jusqu'à sa fin. Dans son texte, celle que je suis, celle, elle l'écrit avec un S au pluriel. Donc dans celle que je suis, datée de la Châtre en novembre 2010, Cécile rappelle ce qui est l'un des axes, sinon l'axe majeur de son existence d'artiste. Je la cite. « J'étais un passeur entre guillemets ici, auquel il appartenait de donner à la gravure l'acuité, l'intensité de l'original, et qui n'était présent que dans l'acte de s'effacer. En effet, c'est comme graveur de reproduction ou d'interprétation que Cécile, exceptionnellement douée, est au premier chef entrée dans l'histoire de l'art. Et je ne vais pas discuter cette question ici, ni faire le tri entre elle, comme auteur de ses propres images, et les autres, Belmer, Brauner, Fred II, Dali, Léonore Fini, etc., qui sont restitués dans son œuvre. Mais j'aimerais apporter quelques indications, précisément parce que Cécile n'était en rien simplement un graveur de profession. La gravure, au sens où elle l'entendait, où il faut l'entendre dans l'absolu, et cet art ancré dans des espaces inversés, dans une durée au temps différée, celle de la gravure, puis celle de l'impression. Et cet art n'est pas une activité artisanale sans portée, mais bien une pratique proprement totalisante, mêlant création et analyse, imaginaire et métier. Une pratique que l'on ne saurait laisser aux terribles copieurs. Cécile, justement, s'est portée à l'opposé. Elle ne récitait pas, n'imitait pas, ne faisait pas semblant. Elle s'impliquait, faisait corps. Ce qui lui fera dire que s'engendrait sous sa main le travail intérieur du graveur qui se sert du support qu'on lui a donné. Alors même, et je poursuis ma citation, l'être de cette main était inexistant et clandestin de surcroît. Ce qui ne me gênait aucunement, poursuivra-t-elle, clandestine, je l'avais été à plusieurs reprises. La clandestinité marquait, du reste, la césure entre le graveur et la personne de Cécile.
Cette césure apparente m'avait suggéré un jour, pour un texte, la question suivante. Mais qu'allait donc faire Cécile Reims chez Salvador Dali? Le fameux et pour moi fumeux surréaliste, d'après qui elle avait tout de même gravé 14 planches, diffusées évidemment sous le seul nom de Dali. Cécile, à lire le texte où la question était posée, avait très généreusement adhéré alors au terme de marane que j'avais avancé, cherchant à mieux circonscrire sa position au sein d'un œuvre développée sous le couvert d'aucune signature dans l'anonymat. Face aux quelques 1500 travaux exécutés au cours des années et à diverses facettes de son existence, Cécile parla elle-même au gré de plusieurs lettres de diaspora pour, notera-t-elle, rester dans le registre de marane, elle l'a mis entre guillemets, qui correspond si bien à mon goût, contracté pendant la guerre, de la clandestinité, tout en soulignant, je poursuis encore la citation, son besoin majeur d'unité intérieure et son trop grand besoin d'aide qui avait trouvé à s'assouvir dans et par la gravure d'interprétation. L'inventaire raisonné établi par Lorraine Laz rassemblait justement sa diaspora, écrivait Cécile, et le terme de marane, unissait l'extérieur et l'intérieur, soit toujours dans ses propres mots, ce qu'on est à la face du monde et ce que l'on est en secret en soi-même. Qui saurait élucider ce que Cécile était en secret? À la fin d'une lettre, Cécile lançait à son correspondant comme en résumé, comme en conclusion, cette citation, elle souligne qu'elle fait de mémoire, tirée d'ailleurs d'un texte de Borges. Shakespeare, s'adressant à Dieu, lui dit « Moi qui fus tant d'êtres, je voudrais n'en être qu'un seul et être moi. » La voix de Dieu lui répondit « Moi non plus, je ne suis pas. J'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton œuvre, et dans ce monde, tu te trouves toi, qui es tous et n'est personne. » On me permettra ici seulement d'exprimer la conviction que Cécile, sans cesser d'être soi-même, était toujours au service de l'autre. L'autre au sens le plus fort. Que son engagement aux côtés de Fred II, par exemple, incarnait ce haut principe d'humanité et de civilisation qu'il habitait, celui qui tente à préférer l'autre à soi-même. Que l'hommage qui est rendu à Cécile après sa mort en juillet 2020 ait lieu au musée d'art et d'histoire du judaïsme va de soi et me conduit à citer une dernière lettre de sa plume datant des mois qui précédèrent son exposition de 2011-2012 dans ces salles. Voilà ce qu'elle écrivait. « Comme je suis aussi, entre guillemets, marane d'une certaine façon dans le monde juif, bien qu'y participant mais dans l'absence, je tenais à ce que l'exposition ait lieu là. » Bref, je vous dois, si vous le permettez, quelques précisions sur 2 points. Qui je suis, à partir de quelle place je m'exprime. Je descends d'une famille écossaise, protestante, venue s'installer au XIXe siècle sur les rives de la Baltique, entre Königsberg, Kaliningrad depuis 1945, Danzig, aujourd'hui Gdansk,
la ville de mon grand-père, et Varsovie, la ville de ma grand-mère, et Hambourg, où je suis né en 1943. Au début 1944, ma mère et ses 2 enfants ont pu gagner Genève, où je réside encore. Historien de l'art, j'ai été conservateur de musées. C'est sans doute quelque part entre 2002 et 2004 que j'ai rencontré Cécile pour la première fois. Un jour, elle était venue spontanément au cabinet des estampes que je dirigeais alors, et qui n'existe plus désormais, me proposer de m'occuper de son œuvre. J'avais dû décliner, ne pouvant ajouter un nouvel artiste à mon programme de travail. Mais c'est vers la fin des années 2000, disons vers 2008-2009, que le contact s'est renoué. Il y eut rebondissement à la faveur d'une rencontre inopinée, le hasard toujours qu'aime tant. Cécile rencontre à la Fondation Hans Hartung à Antibes avec Sophie Cazé, alors directrice du musée d'Issoudun, à qui j'ai aussitôt confié une lettre à l'intention de Cécile, puis au gré des échanges que j'ai eus avec Lauren Laz, conservateur des estampes à Vevey, engagé dans le grand œuvre de son référentiel catalogue raisonné des gravures de Cécile. Cécile, avec qui nous sommes devenus amis. Et j'ai fait de mieux en mieux connaissance avec Fred II aussi. Cécile m'a adressé des lettres magnifiques. Lors de mes visites à la Châtre, je dormais dans l'annexe des hôtes. Et au fil des années, il m'a été permis d'écrire quelques textes, et sur Cécile et sur Fred. Bref, en un mot, je ressens la rencontre avec Cécile et Fred comme un don prodigieux que la vie m'a accordé. Un jour, Cécile, qui savait que je suis allemand, que ma langue maternelle est l'allemand, fut l'allemand. Une langue qui fut également la sienne, et peut-être aussi parce que ma famille appartint au Balticum, dont elle était elle-même issue, m'a offert non seulement un Jean-Christophe, le classique de Romain Roland, dans sa version allemande de 1914-1920, acquise naguère auprès de Graefe et Unser Buchhandlung Königsberg in Preußen gegenüber der Universität, comme on peut le lire sur la petite étiquette collée au revers de ce Jean-Christophe. Mais surtout, et en premier lieu, Cécile m'a offert son Lessing en 8 volumes. Celle-là même, cette édition, qui fut celle de sa propre mère. La marque de collection a posé sur la page de garde Bibliothèque A. Mills, numéro, certifie cette provenance. Sur la page de titre du volume 1, Cécile écrivit la dédicace suivante. Ce livre, qui paraît extraordinaire, a traversé le temps et ses tempêtes, est le seul objet ayant appartenu à ma mère qui soit resté entre mes mains, qu'il aboutisse entre les mains de Rainer est une juste et heureuse destinée, avec amitié. Cécile La Châtre, le 12 août 2013. Il est bien évidemment plus qu'insuffisant que je vous confie aujourd'hui combien ces mots et à quel point ce geste
m'ont touché et me touchent au plus profond. Je fus saisi, en allemand, ergriffen. Au besoin, laissez-moi seulement ajouter encore que Gotthold Ephraim Lessing, l'auteur en 1779 de Nathan le Sage, a écrit 30 ans plus tôt, en 1749, Lessing a alors 20 ans, une pièce de théâtre en un acte intitulé « Les Juifs », où sont exemplairement abolis les préjugés contre l'humanité juive. Lessing compte ainsi parmi les tout premiers à s'engager au XVIIIe siècle, celui des Lumières, contre toute mise à l'écart et tout rejet au sein de la communauté des êtres vivants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rainer, merci. Georges Monti, merci Rainer. Alors il me revient de parler de l'activité d'écrivain de Cécile qui, vous l'aurez bien compris, n'est pas séparée des autres activités. Je dirais même que elle y concourt par différents aspects. Alors, au contraire de Lorraine Lass, qui a rendu visite à Cécile pour elle-même, nous a-t-elle rappelé tout à l'heure, et non pas pour rendre visite à Fred, eh bien moi j'ai commencé par Fred, et c'est ainsi que j'ai rencontré Cécile. Il faut le dire, j'ai publié le dernier livre écrit par Fred, qui s'intitule « Entrée de secours ». Et c'est à partir de là que mon lien avec eux s'est développé et que, évidemment, je me suis progressivement intéressé au travail de Cécile. J'ai réédité un certain nombre des ouvrages de Fred II et j'ai commencé par publier des inédits de Cécile. Le premier, c'était en 2002, ça s'intitule « Plus tard ». Et il faudrait évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être trop long maintenant, mais il faudrait dire que cette œuvre est d'un seul tenant, si on veut, quoiqu'elle ait des différences stylistiques assez marquées. Le premier livre de Cécile a été écrit, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, enfin publié, pas écrit, mais en 63, il s'intitule « L'épure ». Et il a été réédité en 2000 par un éditeur qui s'appelle André Dimanche. Et dans le préambule à cette réédition, Cécile écrit « Je ne serai jamais d'ici, ni d'un ailleurs dont je conserverai la nostalgie ou en lequel je placerai un quelconque désir ». Alors ça recoupe exactement, très précisément, ce que disait Pierre Watt tout à l'heure, de l'écart dans lequel Cécile s'est tenue le plus souvent, cette façon d'être d'ici et d'ailleurs, ou ni d'ici ni d'ailleurs, cette manière d'être au fond, au cœur de son travail tout le temps, retenue par pratiquement aucune espèce d'obligation sociale, qui était le propre du couple du reste, car Fred était au moins aussi sauvage que Cécile, sinon même davantage. Alors, cette manière d'écrire, au début, c'est un peu comme des mémoires, si on peut dire. C'est-à-dire, Cécile se rappelle, elle se rappelle de ses années d'enfance, elle se rappelle aussi de ce qui l'a animée lorsqu'elle a vécu en Palestine, vers autre chose, vers l'action, par exemple, des choses de ce type-là. Et c'est une écriture assez
tenue, si je peux dire, même avec une certaine élégance, certaines affaîtries, si on peut ainsi s'exprimer, quoique le livre ait été probablement raboté très largement lorsqu'il a paru. En tout cas, le fait est qu'il paraît en 63, c'est-à-dire 5 années après La Ghana, le livre de Fred, et chez le même éditeur qui, en l'occurrence, s'appelle René Julliard, mais derrière cette étiquette de maison, il y a une collection qui est tenue par un certain Maurice Nadeau. Alors ce livre paraît sous le pseudonyme d'Anna Roth, mais ce pseudonyme sera abandonné très rapidement. Il n'y aura plus d'autres livres sous cette dénomination. Donc c'était peut-être une manière de se cacher, enfin je ne sais pas exactement, peut-être d'avancer discrètement aux côtés de Fred. Cette relation à l'écriture me semble indispensablement liée à la pratique de Fred, qui était un écrivain compulsif. On peut dire qu'il a écrit comme il a dessiné, c'est-à-dire sans s'arrêter, incessamment, à toute heure du jour, non pas de la nuit, mais à toute heure du jour, à coup sûr. Donc Cécile commence comme ça. Elle écrit en quelque sorte des mémoires. C'est un travail rétrospectif. Et puis ensuite, elle publie un second livre qui paraît, alors là, très longtemps après, 23 ans plus tard, qui s'appelle Bagages perdus, qui est un livre que j'ai réédité il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et cette histoire de bagages perdus, qui est un peu une réflexion au départ sur l'obsession des choses qu'on oublie lorsqu'on prend le train. J'ai pris le train ce matin pour venir vous rejoindre. Et évidemment, j'ai oublié des choses avant de partir. Et je m'en suis voulu pendant tout le voyage. Donc, je sais exactement de quoi il est question. Alors, cette manière d'interroger son psychisme, on sent que c'est devenu chez Cécile une manière d'écrire. C'est-à-dire, il s'agit d'interroger en permanence le vécu, le penser, le rêver, le travail, la relation au travail, mais au travail de création aussi bien qu'au travail, je pourrais dire, artisanal, d'exécution. On a compris dans ce que on vient d'entendre que le travail de graveur est un travail qui participe des deux logiques à la fois, sans qu'on sache très bien du reste ce qui est à l'origine de l'autre aspect. Et on peut dire que jusqu'au dernier, c'est-à-dire ensuite il y a eu donc plus tard en 2002 et peut-être en 2010, et enfin, tout ça n'a pas d'importance, en 2014, qui est, on peut le dire, comme une sorte de journal sans date, ininterrompu, qui parle, alors là, au contraire des 2 premiers livres qui sont rétrospectifs, qui sont des mémoires, qui parlent du vécu presque au jour le jour, et qui relatent les états d'esprit, les doutes, les interrogations, les satisfactions aussi, les joies, etc., du travail accompli. Il y a une part très importante de ces ouvrages, de cette écriture, de cette pratique d'écriture, qui est consacrée à une réflexion sur le travail artistique. Et il y a une part évidemment très importante qui est tenue par l'évocation quasiment permanente de la figure de F, quelquefois même pas nommé par une initiale, mais mon compagnon, ou des choses de ce type-là, qui montre ce qui a été dit également avant moi, cette sorte d'admiration extraordinaire que Cécile avait pour Fred, qu'elle considérait comme une sorte d'artiste supérieur à elle, en tout cas, peut-être pas supérieur en valeur absolue, mais supérieur à elle, c'est-à-dire dont le génie coulait de source, alors qu'elle-même devait, en quelque sorte, puiser au tréfonds de ses réserves pour exprimer quelque chose d'un peu neuf. Alors, elle était sans doute
excessivement modeste, mais en tout cas, ce rapport, disons, à la création et à son compagnon extraordinaire créateur est le fondement même de ses livres. Donc voilà, ce que je pourrais ajouter à ce propos simple et qui résume un peu l'intention de cette écriture, c'est assez peu de choses au fond. C'est un travail autobiographique qui a une vertu considérable, c'est l'exigence d'expression, je dirais peut-être plus que d'écriture. L'écriture est en quelque sorte le résultat de l'exigence d'expression. Cécile était, comme elle était sans doute très assidue au travail et à la discipline, vous l'avez dit, eh bien, elle cherchait toujours l'expression la plus nette, la plus précise, quelquefois d'ailleurs en compliquant un peu son énoncé de manière à ne rien oublier, de la nuance, etc. Et ça donne quelque chose de tout à fait unique, au fond, qui nous concerne parce que, parlant de son expérience propre, évidemment, elle parle de nous, c'est le propre des écrivains les plus intéressants, elle en fait très largement partie. Voilà, je ne saurais vous engager plus avant à lire ses livres. Un très grand merci. Juste un mot pour dire que ce qui est formidable dans les différentes interventions, c'est qu'on a entendu à la fois les voix de Cécile, caractère polyphonique, mais qu'en même temps, on a aussi entendu la voix de Cécile, c'est-à-dire cette constance que tu viens de caractériser quand tu parles de l'exigence dans l'expression. Et je crois que ce que Lorraine disait sur l'usage du burin, qu'est-ce qui fait que tu reconnais qu'un Cécile Reims est un Cécile Reims quand c'est du belle-mère et quand c'est bien et quand n'a pas la même grâce. C'est vraiment cette chose-là chez Cécile, qu'on trouve déjà dans les lettres de l'adolescente. Voilà, dans la manière dont elle les écrit et exactement dans ce qu'elle raconte.